En 1989, le monde fête la fin de la guerre froide. Le mur qui divisait l'Europe depuis 40 ans est tombé. Les États réduisent leurs dépenses militaires, les anciens ennemis se rapprochent. Mais en Corée, il n'en est rien. En 1989, la zone démilitarisée continue de couper hermétiquement la péninsule coréenne en deux, séparant des millions de familles et empêchant tout contact entre la Corée du Sud et du Nord. La DMZ, un mur militaire et idéologique, figé depuis la guerre de Corée et dont personne ne sait s'il tombera un jour. Le taekwondo est le sport national coréen. Chacun de ces mouvements a une signification. Jit-tae symbolise un homme, les deux pieds sur terre, se battant pour son existence. Pourtant, les deux parties de la péninsule sont en déséquilibre. Le nord se voit entouré d'ennemis qui attendent son agonie. Le sud veut être reconnu comme une puissance autonome. Avec la fin de la guerre froide, la confrontation Est-Ouest s'estompe. La mondialisation libérale va-t-elle triompher? La Corée du Sud se sent en phase avec cette évolution. Elle a réussi à se débarrasser de ses régimes militaires pour laisser place à une jeune démocratie. Son succès économique est devenu sa fierté, son identité. Des entreprises, aux noms jusqu'ici inconnus, Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, ont conquis les marchés de l'acier, de l'automobile, de l'électronique. Cela s'est fait au détriment des droits des travailleurs. Mais le tigre asiatique a su se faire sa place. On voulait mieux vivre, ne plus être une colonie, ne plus être pauvre au point de mourir de faim. Nous avions une mentalité d'affamés. C'est grâce à cela que nous avons pu réussir aussi rapidement notre miracle économique. Séoul veut devenir membre à part entière de la communauté internationale. Les États-Unis conservent toujours le contrôle de son armée en cas de conflit. Mais la Corée du Sud avance ses pions. Elle souhaite une adhésion séparée des deux Corées à l'ONU. Profitant des liens noués lors des récents Jeux olympiques de Séoul, elle convainc la Chine, avide de nouveaux marchés, et la Russie en pleine perestroïka. Nous les avons convaincus que nous devons reconnaître la froide réalité. La Corée a été divisée en deux. Il y a aujourd'hui deux gouvernements et même deux pays. La Russie soviétique et la Chine ont poussé la Corée du Nord à accepter l'offre sud-coréenne. Elle n'avait pas le choix. Un vent nouveau semble souffler sur la péninsule. Les deux Corées signent même un pacte de non-agression et de réconciliation. Mais vu du ciel, une autre réalité apparaît. Alors que le Sud brille de tous ses succès, le Nord se retrouve dans une situation catastrophique. Sans électricité, sans ressources et de plus en plus sans amis. Non seulement l'URSS, mais tous les pays socialistes d'Europe de l'Est ont connu de grands déboires en 1991. S'il existait auparavant un camp socialiste capable de s'opposer collectivement au monde occidental, dont les États-Unis, ce camp avait perdu sa force. Face à cette situation, nous étions fermement déterminés à ne compter que sur nos propres forces et notre capacité d'autorégénération pour défendre notre culture, notre économie et la souveraineté de notre pays. Pyongyang a de quoi être inquiet. Moscou a stoppé ses livraisons de pétrole subventionnées
et mis fin à son traité d'assistance militaire. Pékin a reconnu le frère ennemi du Sud. Les États-Unis ont fait quelques gestes d'apaisement en 1991. Pourtant, l'armée américaine ne va pas tarder à reprendre Team Spirit, grandes manœuvres annuelles avec l'armée sud-coréenne qui avait été suspendue à la fin de la guerre froide. 200 000 hommes y rejouent le débarquement américain de la guerre de Corée. Pour Pyongyang, c'est une provocation. Plus ces manœuvres sont importantes, plus la réaction du Nord est virulente. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenir en permanence 1 million d'hommes en état d'alerte ne suffit plus. Pour le Nord, ce qu'il lui faut, c'est la force nucléaire. Lorsque nous avons réinstitué Team Spirit, en réaction, les Coréens du Nord ont suspendu en mars 1993 leur adhésion au traité de non-prolifération nucléaire. Et ils ont commencé le développement d'armes atomiques. Mon successeur comme ambassadeur américain à Séoul voyait la crise empirer. Les Coréens du Nord avaient menacé de transformer Séoul en mer de feu si nous continuions à nous opposer à eux et à les menacer. Alors, il a prévenu Jimmy Carter, qui avait une invitation permanente pour Pyongyang. Pour la première fois, un ex-président américain franchit la DMZ. Ancien combattant de la guerre de Corée, Jimmy Carter craint l'escalade. Il sait que l'administration Clinton étudie des frappes contre le Nord. De l'autre côté, 15 000 canons nord-coréens peuvent à tout moment bombarder Séoul et ses millions d'habitants. Kim Il-sung est flatté de cette visite. Les deux chefs d'État s'entendent. Carter peut annoncer en direct sur CNN que la guerre a été évitée. L'accord qui s'ensuit permet à tout le monde de sauver la face. Pyongyang promet d'arrêter son processus nucléaire. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon promettent de fournir 2 réacteurs à eau légère et une aide énergétique importante. Au nord, les inspecteurs de l'Agence atomique internationale reprennent leur visite. La principale raison pour laquelle le monde extérieur était prêt à leur donner de l'argent, c'est leur programme nucléaire. Sans cela, personne ne s'intéresserait à eux. Leur politique était mauvaise pour la croissance économique, mais ce n'était pas leur principale préoccupation. Ce qui comptait, c'était la stabilité, et cela a très bien fonctionné pour la stabilité politique. Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, meurt subitement. À l'étranger, nombre d'observateurs croient que cette fois, la Corée du Nord va s'effondrer. Son fils et successeur, Kim Jong-il, mise sur le seul rempart possible pour garantir la survie du régime, les militaires. La nouvelle politique s'appellera l'armée d'abord. Ils seront nourris et équipés en priorité. Car au même moment, le pays connaît une terrible famine. En Corée du Nord, cette période s'appelle la marche difficile. Le sacrifice de certains pour sauver le bien suprême, le pays et le régime. Impensable en Occident, mais pas pour une population éduquée dans une logique de guerre permanente. Lorsque j'étais en déplacement, les trains ne roulaient plus à cause des pénuries d'électricité. Presque tout le monde était obligé de se serrer la ceinture. Les gens erraient à la recherche d'écorces d'arbres et de racines à déterrer pour calmer leur faim terrible. Ma famille était tellement pauvre que mes enfants tout fragiles, avec leurs petites mains, mangeaient des mélanges à base de grains de maïs brut. Ça faisait mal au cœur en tant que parent. Les causes de la catastrophe,
Inondations géantes, déforestation massive des années 80, effondrement du système étatique de distribution. L'aide internationale et sud-coréenne afflue, mais se heurte à la méfiance des autorités. Ils ne voulaient pas montrer à quel point la situation était critique, car cela aurait donné une mauvaise image de leur pays. Donc, toutes ces raisons ont provoqué cette situation catastrophique. Et ce que l'État a choisi de faire, c'est de la sélection. Ils se sont concentrés sur les gens qui comptaient le plus pour eux, à commencer par l'élite de Pyongyang. Et le reste du pays a été abandonné à son sort. L'État a été sauvé, mais à quel prix? Entre 1994 et 1998, la famine fera entre 500 000 et 1 million de morts. Longtemps, la Corée du Nord restera l'un des principaux bénéficiaires d'aide alimentaire par habitant au monde. La famine va changer le pays. Là où l'État s'est retiré, la population réinvente des systèmes de troc et de marchés informels pour se nourrir. Les autorités ferment les yeux, surtout dans les provinces reculées. Quand quelqu'un risque de mourir, il devient très ingénieux. Cette situation de marché noir s'est développée. Et de fait, c'est devenu assez efficace. Le pays vivait. Le pays a trouvé son propre modus vivendi. Cela prouve à quel point les Coréens peuvent être obstinés. Cela donne l'impression que la Corée du Nord, malgré l'isolement, malgré le contexte, est capable de s'en sortir. Kumgang signifie diamant en coréen. Les monts Kumgang font partie des lieux mythiques au nord que les habitants du sud rêvent de voir un jour. À la fin des années 90, des visionnaires tentent une nouvelle ère de coopération entre les frères ennemis. Et tout à coup, le peuple divisé se met à espérer. Un avenir commun est-il encore réalisable? L'homme le plus riche de Corée du Sud s'appelle Chung Ju-young. Il est le légendaire fondateur de Hyundai, première entreprise du pays depuis les années 60. Mais cet entrepreneur patriote n'a pas oublié qu'il est né fils de paysan dans un village du Nord. En 1998, il décide de retourner dans son pays natal en pleine famine, avec 1001 vaches. 제가 18살이던 1934년 손을 꿈을 안고 아버님 손을 판 돈 70원을 가지고 집을 나섰습니다. 이제 그 한 마리 소가 1000마리 소가 되어 그 빚을 갚으려 꿈에 그리던 고향 산천을 찾아갑니다. 정 선생님 열렬히 환영합니다. 네, 환영합니다. 현대그룹 Le PDG honorifique Chung Ju-young du groupe Hyundai, comme vous le savez, est né au nord. Il est originaire de la province de Gangwon, non loin d'un village où j'ai grandi. Quand il a fait cette proposition, nous l'avons acceptée parce que l'idée nous paraissait bonne. Voilà comment le projet a pu aboutir. Dans le contexte de l'époque, le groupe Hyundai a joué un rôle important pour instaurer un climat de confiance et de réconciliation entre les deux Corées. Chung Ju-young et son fils ont le soutien du nouveau dirigeant Kim Jong-il. Pour servir la réconciliation et contre rémunération, les monts Kumgang pourront être ouverts à des Coréens du Sud dès que les deux gouvernements se seront entendus. Étant donné que la relation entre les deux Corées était marquée par des problèmes politiques et militaires, il disait vouloir préparer le terrain de la réunification par le biais des projets économiques. La chose la plus importante pour nous
était donc de faire affaire ensemble pour valoriser cette merveille de beauté que sont les monts Kumgang. Cette politique de la main tendue est défendue par un autre homme, le nouveau président sud-coréen Kim Dae-jung. Opposant historique de gauche au dictateur militaire, il a été élu pour surmonter la crise financière asiatique qui frappe le Sud de plein fouet. Suite à l'éclatement d'une bulle financière, des grands groupes comme Daewoo font faillite. D'autres licencient massivement. La population vend son or pour rembourser les prêts du FMI, se sacrifiant dans l'intérêt de la nation. Mais pour Kim Dae-jung, l'enjeu principal n'est pas économique. L'ambition suprême doit être une politique de réunification pacifique et à long terme. Pendant que mon mari était à l'isolement, en prison, il réfléchissait à la manière de réunifier le Sud et le Nord et à ce qui arriverait après la réunification. Sachant que les débuts de la réunification risquaient d'être chaotiques, il préconisait d'avancer doucement, étape par étape. Contrairement aux conservateurs sud-coréens, Kim Dae-jung n'a jamais cru à l'effondrement du Nord. Il convainc les grandes puissances de l'utilité de ce processus de paix. Il appelle sa politique la Sunshine Policy, la diplomatie du rayon de soleil. L'approche de notre gouvernement vis-à-vis de la Corée du Nord était inédite. Laissons d'abord faire la société civile, le gouvernement suivra. L'économie d'abord, la politique ensuite. Les choses faciles d'abord, les difficultés ensuite. Donner d'abord, recevoir ensuite. Juin 2000, l'avion présidentiel sud-coréen atterrit à Pyongyang. Le rapprochement a été rapide. Médusé, le monde regarde ces images filmées en direct par les télévisions des deux Corées. Le Nord, en convalescence, tellement attaché à la réunification, a saisi la main tendue. Jamais nous n'aurions cru que notre grand leader viendrait en personne saluer le président sud-coréen à l'aéroport. Nos caméramans étaient postés à différents endroits. Comme personne ne s'attendait à ce que le grand leader fasse une apparition à ses côtés, quand les gens ont vu ça, ils ont crié encore plus fort. Mais comme nos journalistes ne devaient pas rater cet instant historique malgré l'émotion, nous avons filmé la scène en essuyant nos larmes. C'était un choc complet, car non seulement notre président s'était rendu dans le territoire des diables, mais il avait rencontré leur leader pour lui serrer la main et pour le prendre dans ses bras. De plus, les images qui montraient Kim Jong-il en train de plaisanter et de faire rire la galerie ont provoqué une espèce de syndrome Kim Jong-il. Pour la première fois depuis la guerre de Corée, les deux populations ont l'impression de reprendre leur destin en main. Les deux pays vont ouvrir une voie différente, qui ne sera ni allemande, ni vietnamienne, mais coréenne. J'ai vraiment cru que nous étions sur le point de faire la paix. Avant, nous parlions de Kim Jong-il comme de notre ennemi juré. Et là, il était en train de faire rire tout le monde. En 36 heures de négociations, les deux leaders s'accordent sur une déclaration. Vu les différences entre les deux pays, le processus de rapprochement compte autant que la réunification même. Pour cet engagement, Kim Dae-jung reçoit le prix Nobel de la paix. Dans les années qui suivent, plusieurs brèches apparaissent dans l'infranchissable DMZ. La grande nouveauté, c'est la zone touristique des monts Kumgang, aménagée par Hyundai et gérée par la Corée du Nord.
Plus de 2 millions de visiteurs sud-coréens vont pouvoir fouler pour la première fois depuis la guerre de Corée la terre de leurs ancêtres. Les rencontres entre Nord et Sud y restent très contrôlées, mais réduisent d'autant les peurs et les fantasmes. Il y avait à l'époque beaucoup d'échanges entre le Nord et le Sud. Nous organisions environ 200 rencontres officielles par an. Nos artistes et sportifs, bien que moins nombreux que les représentants sud-coréens, se rendaient régulièrement dans le Sud. À travers ces échanges, la suspicion entre le Nord et le Sud s'est en grande partie atténuée et un climat de confiance était en train de s'installer. Par ailleurs, notre peuple a pu se rendre compte que la Corée du Sud désirait ardemment la réunification et que beaucoup de Sud-Coréens espéraient aussi la réconciliation. Autre ouverture. À Kaesong, là où a été signé l'armistice de 1953, c'est une zone économique spéciale commune qui ouvre ses portes. Une goutte de capitalisme dans l'univers socialiste du Nord. Les entrepreneurs de Séoul rêvent déjà de l'abondante main-d'œuvre bon marché local. Pyongyang y voit une arrivée bienvenue de devises. L'heure est à la joie. Mais tout le monde en est conscient. Pour réussir une telle réconciliation, il faut du temps, beaucoup de temps. Le cas allemand en est la preuve. Je pense que la Corée profitera plus d'une réunification que l'Allemagne. Parce que la Corée du Sud apparaît actuellement comme une île complètement isolée à cause des fils barbelés de la DMZ. Si la réunification se fait, nous pourrons passer par le continent jusqu'en Chine et jusqu'en Europe, voire même nous rendre en France en voiture ou en train. En somme, la Corée deviendra à terme un pays continental. Le Nord aussi a étudié le cas allemand. La réunification allemande n'est pas le bon exemple pour la Corée, car c'était une réunification par absorption de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. En Corée, il y a deux systèmes très différents et des idéologies très différentes, depuis très longtemps. Si l'un voulait absorber l'autre par la force, l'agressé se révolterait et cela pourrait mener à une guerre. Kim Jong-il avait demandé à Kim Dae-jung, « Monsieur le Président, combien de temps pensez-vous que ce processus va prendre ?» Alors le président Kim a répondu, « Si le Nord et le Sud coopèrent de manière sérieuse, je pense que nous pourrions parvenir à une réunification juridique en bonne et due forme dans 10 à 20 ans. » Kim Jong-il a dit qu'il n'était pas d'accord. Pour lui, cela prendrait entre 40 et 50 ans. Ce mouvement tire son nom de Gaebaek, grand général coréen du 7e siècle, à l'implacable discipline militaire. Sa devise, plutôt mourir que d'être esclave. À la première alerte, les Coréens du Nord, mais aussi du Sud, forgés par les guerres, se replient vite sur ces valeurs d'ordre, de discipline et d'intransigeance. Le 11 septembre 2001 marque un tournant radical dans la politique mondiale. Les États-Unis se focalisent sur la lutte contre les armes de destruction massive. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
La mauvaise foi. Je n'arrivais absolument pas à comprendre sur quoi il se fondait pour raconter des choses pareilles. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait dit ça. C'était tellement inutile et contre-productif. Je pense que c'est quelque chose qui est à la source de la méfiance des Coréens du Nord vis-à-vis de nous. En quelques mots, l'administration Bush anéantit des années d'efforts de rapprochement nord-sud. Aussitôt, Pyongyang retrouve ses réflexes de forteresse assiégée. Le moratoire sur les missiles nord-coréens qui était en discussion est aussitôt annulé. Axe du mal, changement de régime, attaque militaire préemptive, voilà les trois mots qui représentaient la doctrine Bush. La Corée du Nord est donc très alarmée. Immédiatement, les Coréens du Nord renforcent leur préparation militaire. Ils commencent, ou plutôt ils recommencent leur développement nucléaire. 선택권은 우리에게도 있으며 힘은 미국의 독점물이 아니다. 강경에는 초강경으로, 총에는 대포로 침략자들은 우주 고혼의 신세를 절대로 면치 못할 것이다. Les timides réformes économiques amorcées à cette époque sont sacrifiées. La sécurité du pays passe avant tout. D'autant qu'un autre événement va marquer les esprits. La guerre en Irak, autre membre de l'axe du mal, et la chute de Saddam Hussein. L'exemple de l'Irak et de l'Afghanistan montre qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour nous défendre. D'où l'intérêt de développer notre propre force. Si on prend le cas de la Libye, nous voyons que les Libyens ont renoncé à l'arme nucléaire sous injonction américaine. Et finalement, ils ont creusé leur propre tombe. Tous ces exemples nous ont confortés dans l'idée que face à des impérialistes, il n'y avait pas d'autre solution que la lutte et encore la lutte. Les deux Corées deviennent l'otage de ce rapport de force. Les Coréens ont l'impression d'être des crevettes au milieu des baleines, selon l'expression locale, un jouet aux mains des grandes puissances. En ce début du XXIe siècle, l'Amérique, première puissance mondiale, n'entend pas abandonner ses bases militaires en cas de réunification au moment même où le centre du monde bascule vers le Pacifique. Le Japon craint une grande Corée nucléarisée et revancharde. La Russie et la Chine ne comptent pas lâcher leurs turbulents voisins nord-coréens, toujours utiles comme zone tampon face à l'Occident. Pour que la réunification puisse vraiment se faire aujourd'hui, il faudrait une très forte coopération de la part de tous ces pays, à commencer par la Chine et les États-Unis, mais aussi le Japon. Malheureusement, aucun de ces pays ne semble vraiment motivé pour pousser l'unification trop loin. Le grand voisin chinois, qui a besoin de calme pour se développer, a soutenu le rapprochement intercoréen. Mais Pékin hésite entre ses liens historiques avec le Nord et l'explosion de ses liens économiques avec le Sud. En 2003, Pyongyang a quitté définitivement le traité de non-prolifération nucléaire. La stabilité en Asie est menacée. Pékin lance alors des négociations de paix et de dénucléarisation à 6, les deux Corées et les 4 grandes puissances. Nous devons d'abord nous inquiéter du fait que les Coréens du Nord puissent coopérer avec les mauvaises personnes. Nous les avons vus coopérer avec les Syriens, probablement avec les Pakistanais, peut-être avec les Iraniens. Mais ce qui est aussi inquiétant, ce sont les répercussions régionales. Si ces développements en Corée du Nord incitaient le Japon et la Corée du Sud à se dire « nous aussi, nous voulons la bombe atomique », cela deviendrait très dangereux. Pour les Coréens du Nord, hors de question d'abandonner leur développement nucléaire,
tant qu'ils n'auront pas l'assurance ultime, un traité de paix. Les négociations sont longues et frustrantes. Il est communément admis qu'un traité de paix est quelque chose que signent deux États souverains qui se reconnaissent comme tels. Or, les États-Unis ne jouent pas le jeu. Lors de négociations précédentes, les Américains étaient uniquement intéressés à nous priver de notre capacité nucléaire. Ils ne nous ont jamais reconnus comme un partenaire et comme un État souverain. Faute de progrès dans les pourparlers, le cercle vicieux reprend. Nouveaux tirs de fusées, sanctions internationales, puis en 2006, premier essai nucléaire nord-coréen. La dénucléarisation a échoué. 2 ans plus tard, les négociations multilatérales à Pékin sont suspendues. Dans les années 1990, les États-Unis auraient pu reconnaître la Corée du Nord. Ça ne veut pas dire qu'ils l'approuvent, mais ce pays existe. Il est membre de l'ONU, juste reconnaissez que ce pays existe. Mais ça n'a pas été fait. Donc mettez-vous à la place des Nord-Coréens. Si ces gens disent que nous sommes des criminels, on va leur montrer qu'il ferait mieux de nous traiter d'égal à égal et avec respect. Nous ne pouvons pas seulement nous en prendre aux grandes puissances. Nous devons trouver une solution nous-mêmes entre le Nord et le Sud. Nous y parviendrons si les gouvernements décident de la bonne politique et de la bonne direction. Kim Jong-il et le nouveau président sud-coréen, également progressiste, tentent un second sommet en 2007. Mais les incessantes tensions diplomatiques ont marqué les deux États. En 8 ans de diplomatie du rayon de soleil, les échanges entre Nord et Sud n'ont certes pas cessé de se développer. Les deux dirigeants négocient même un catalogue de futurs projets communs dans lequel les prochains gouvernements pourront piocher. Mais l'euphorie du premier sommet est retombée. Kim Jong-il, physiquement affaibli, ne se rend pas à Séoul pour un sommet retour. La parenthèse de la coopération touche à sa fin. Chipjin se réfère aux montagnes et aux tortues, symbole de la longévité de la mythologie coréenne. Structurée autour de ses leaders éternels, la Corée du Nord reflète cette permanence. La Corée du Sud, en revanche, est sujette aux modes, aux changements et aux alternances. La Corée du Sud est une démocratie, et Lee Myung-bak, le nouveau président sud-coréen, décide de changer de politique. Entrepreneur et conservateur, il refuse une réconciliation à tout prix. Les aides du Sud ne se poursuivront que si le Nord coopère, notamment en matière nucléaire et de droits de l'homme. Pour Pyongyang, c'est une ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures. Ce qu'il voulait faire au départ faisait parfaitement sens. Il a dit « Nous continuerons à vous donner de l'argent et de l'aide, mais sous certaines conditions. » Les Coréens du Nord ont répondu « Jamais. Donnez-nous de l'argent sans condition. S'il y a des conditions, nous ne voulons pas de votre argent et nous allons vous compliquer la vie. » Et la confrontation a repris. Un fait divers va tourner à l'affaire d'État. Lors d'une des très populaires visites au mont Kumgang, une touriste sud-coréenne, sortie de la zone autorisée, est abattue par un soldat nord-coréen. Le Sud bloque toute coopération. En conséquence, les vieilles alliances de la guerre froide semblent se reconstituer. Kim Jong-il se rapproche de Pékin et de Moscou. Lee Myung-bak charme les États-Unis. Pyongyang procède à de nouveaux tests nucléaires. Le Sud accuse le Nord d'avoir coulé un de ses navires de guerre, puis un duel d'artillerie sur une île frontalière choque la population. Ces années sont les plus sanglantes depuis 20 ans. Au départ, ce devait être une aide destinée à améliorer la vie de la population civile, qui souffre de pauvreté et de faim. Or, toutes nos aides ont été investies dans le développement des armes nucléaires, la prolifération des matériels militaires et des missiles.
Lorsque Kim Jong-il meurt, c'est dans sa place à son troisième fils, Kim Jong-un. Les relations entre le Nord et le Sud sont au plus bas. Seules 2 personnalités sud-coréennes sont autorisées à se rendre à son enterrement. La veuve de Kim Dae-jung, l'homme qui a tendu la main au Nord, et la veuve de l'héritier Hyundai, qui rêvait de réunifier économiquement le pays divisé. Le bras de fer entre les 2 États coréens va encore s'accentuer avec Park Geun-hye, première femme présidente au Sud. Très conservatrice, elle est la fille du dictateur militaire des années 1960. Elle poursuit la politique de tolérance zéro. Au Sud, les exercices militaires reprennent de plus belle. Madame Park ira jusqu'à fermer la zone économique commune de Kaesong, dernier lieu de coopération entre le Sud et le Nord. C'est terrible. Dès le début, leur conception, c'était « il faut isoler la Corée du Nord, il faut contenir la Corée du Nord, il faut l'étrangler et espérer que cela poussera à l'effondrement de son régime. Ainsi, nous pourrons récupérer la Corée du Nord. » Lorsque Kim Jong-un arrive au pouvoir, le monde connaît peu de choses sur lui. Il est âgé de moins de 30 ans, il a fait ses études secondaires en Suisse. Il a été formé comme expert en artillerie à l'Académie militaire de Pyongyang. Mais il va rapidement imposer sa marque. Kim Jong-un est présenté comme un leader jeune et énergique, un homme du peuple, qui sait aller au-devant des gens et leur parler, tenir des discours publics, ce que son père ne faisait jamais, mais que son grand-père faisait souvent. Mais ce qui me paraît le plus intéressant du point de vue propagande, c'est d'assimiler Kim Jong-un à un retour au bon vieux temps. On a même travaillé son look pour qu'il ressemble à son grand-père. Les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux, la même morphologie. Il s'agit de faire oublier aux Coréens du Nord les années terribles. Les années sous Kim Jong-il ont pour la plupart été vraiment très dures. Fin 2013, Kim Jong-un fait arrêter puis exécuter son oncle, jugé trop proche de Pékin. 4 ans plus tard, son demi-frère exilé à Macao sera également assassiné. En interne, il impose l'abandon de la politique de l'armée d'abord au profit d'une nouvelle ligne idéologique, appelée Byongjin. Celle-ci exige le développement parallèle de l'armée et de l'économie. Très grossièrement, l'armée d'abord, cela veut dire 100% pour les militaires. Byongjin, cela veut dire seulement 50% pour les militaires, ce qui est bien sûr un progrès. Mais il y a eu aussi les nombreux tests de missiles qui ont créé une forte tension internationale et sécuritaire. L'espoir que sous Kim Jong-un, il n'y aurait plus de tests et que le programme nucléaire serait gelé ne s'est pas réalisé. Pendant ces premières années, Kim Jong-un paraît isolé sur la scène internationale. Les liens avec le Sud sont quasi nuls. Et il ne se rend ni en Chine ni en Russie. Isolement encore renforcé par la politique de patience stratégique maintenue pendant 8 ans par Barack Obama. Il est vrai très occupé en Syrie et en Ukraine. Tant que la Corée du Nord ne détruira pas ses armes atomiques, on ne lui parlera pas. Les seules relations du monde avec le Nord sont les sanctions, toujours plus dures. Paradoxalement, certains diront que cette politique de la patience stratégique a permis à la Corée du Nord de poursuivre patiemment la construction de ses armes nucléaires et de son programme de missiles. C'est pourquoi les États-Unis et leurs alliés des négociations à 6 ne peuvent se contenter d'attendre les Coréens du Nord. Sans dialogue avec eux, quelle qu'en soit la forme, nous ne pourrons jamais arriver au gel des programmes nord-coréens.
Je crois que nous n'avons jamais réalisé à quel point les Coréens du Nord pensent en termes de hiérarchie. Ils m'ont dit clairement, « Vous, ça va, on vous comprend, on s'entend bien, mais vous ne pourrez jamais régler nos problèmes avec nous, car vous n'avez pas un rang suffisant. » La solution à ces crises qui reviennent régulièrement dépendra donc de notre volonté ou de notre non-volonté à envoyer quelqu'un d'un rang suffisamment élevé pour qu'il soit pris au sérieux par les Coréens du Nord. C'est à l'automne 2016 que la glace commence enfin à fondre. Depuis des mois, la Corée du Sud est secouée par d'immenses manifestations pacifiques accusant la présidente Park de corruption. Destituée, elle est condamnée à 24 ans de prison. Porté par cette vague, son successeur en profite pour inaugurer une nouvelle ère. Son nom, Moon Jae-in. Avocat de gauche, très impliqué dans les 2 premiers sommets intercoréens, il veut faire revenir Pyongyang dans le concert des nations et mettre fin à des années de glaciation régionale. Mais au même moment, le monde entier est bousculé par une autre élection. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, rend la diplomatie américaine imprévisible. À l'Assemblée générale de l'ONU, les États membres l'écoutent, stupéfaits, durcir sans cesse son discours vis-à-vis de la Corée du Nord. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Entre 2013 et 2017, des dizaines de tirs de missiles de plus en plus sophistiqués et 3 nouveaux tests nucléaires ont mis en alerte maximum les troupes américaines au Japon et dans le Pacifique. Même la côte californienne est désormais à portée de tir. En réaction, Washington envoie à nouveau ses bombardiers nucléaires survoler la Corée du Nord. Tout le monde craint l'embrasement. S'ils croient qu'ils peuvent nous soumettre au moyen des sanctions, c'est une grave erreur et une véritable illusion. Tant que la politique anti-Corée du Nord des États-Unis ne prendra pas fin, le problème nucléaire ne trouvera pas d'issue positive. Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. А использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да, они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. Fin 2017, pourtant, Pyongyang annonce brutalement le succès de son programme nucléaire. Les derniers tirs sont suspendus. La dissuasion est officiellement acquise. Ce que veut la Corée du Nord avec son arme nucléaire, c'est d'abord de la dissuasion. Le second objectif, c'est d'utiliser ces armes comme carte de négociation pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Tout le monde sait cela. Aussi bien les États-Unis que la Chine, que les autres pays. C'est dans ce contexte que 30 ans après les Jeux Olympiques de Séoul, la Corée du Sud organise des Jeux Olympiques d'hiver. Le président Moon Jae-in profite de la trêve olympique pour relancer la politique de la main tendue. 2018년 2월 한반도의 군사 분계선에서 100km 거리에 있는 대한민국 평창에서 동계올림픽이 개최됩니다. 우리 정부는 아시아에서 이어지는 이 소중한 축제들을 한반도의 평화, 동북아와 세계의 평화를 만들어가는 계기로 만들 것을 북한에 제안합니다. 스포츠에는 마음과 마음을 잇는 힘이 있습니다.
Contrairement aux JO de 1988, cette fois-ci, la Corée du Nord accepte de participer. Ces Jeux olympiques vont devenir les Jeux de la paix. Côté sportif, une équipe commune de hockey sur glace conquiert le public. La venue d'une importante délégation diplomatique permet également d'ouvrir plusieurs canaux de négociation. Elle est dirigée par la sœur de Kim Jong-un en personne. C'est la première fois qu'un membre de la dynastie Kim se rend chez les frères ennemis depuis la guerre de Corée. Puis tout s'accélère. En mars, la Chine accueille Kim Jong-un, montrant ainsi son soutien au processus. En avril, un troisième sommet intercoréen étonne le monde. Nord et Sud s'y engagent à signer un traité de paix et à une dénucléarisation rapide. Kim Jong-un charme les Coréens du Sud, comme son père 20 ans plus tôt. En mai, enfin, des envoyés du Sud et du Nord convainquent pour la première fois un président américain en exercice de rencontrer directement un leader nord-coréen. Je crois que ce sont les deux Corées ensemble qui manipulent habilement les grandes puissances, et avec succès. Ce sont les Coréens du Sud qui soulignent à chaque fois quel rôle essentiel et absolument déterminant Donald Trump a joué pour faire avancer ce processus. Peu importe que ce soit vrai, mais ils savent très bien comment maintenir le président américain de bonne humeur et dans le jeu. Les Coréens du Nord jouent également leur rôle. Ils se partagent les devoirs dans l'intérêt de la Corée. Les priorités ont changé. D'abord, rétablir la confiance, ensuite, désarmer. Même si la langue coréenne est devenue en partie différente au nord et au sud, nous pouvons nous parler directement. Nos sentiments sont très semblables, nos manières d'être et nos habitudes aussi. Il faut juste que les Coréens du Sud puissent rencontrer des Coréens du Nord et des Coréens du Nord, des Coréens du Sud. Une fois qu'ils ont commencé à se parler, à boire, à se sourire, ils peuvent établir de la confiance. Et une fois qu'il y a de la confiance, on peut éviter toutes les catastrophes qui nous menacent. Lors de la visite de Moon Jae-in à Pyongyang à l'automne 2018, l'optimisme est palpable. Pour la première fois, un président sud-coréen s'adresse en direct à 140 000 Nord-Coréens. 우리는 5,000년을 함께 살고 70년을 헤어져 살았습니다. 나는 오늘 이 자리에서 지난 70년 적대를 완전히 청산하고 다시 하나가 되기 위한 평화의 큰 걸음을 내딛자고 제안합니다. Des accords de démilitarisation Nord-Sud sont signés. On envisage même des Jeux olympiques communs pour 2032. Tant que les armes se taisent, le rapprochement se poursuit. Koryo est le nom d'un des anciens royaumes de la péninsule. C'est aussi le mot qui a donné Corée en langues étrangères. En coréen, le Sud appelle son pays Hanguk, le Nord Chosun. Si même un nom commun pose problème, comment s'entendre sur un pays uni? Alors que les négociations se poursuivent, les discours officiels, les écoles, les musées du Sud comme du Nord continuent de promouvoir un avenir commun des Coréens. Mais des deux côtés du 38e parallèle, l'évolution sociale et économique pousse les Corées dans des directions de plus en plus opposées. Hongdae, un des quartiers branchés de Séoul. Ici, la jeunesse coréenne n'a plus peur du Nord. Mais elle s'intéresse bien plus aux succès mondiaux de l'électronique et de la pop sud-coréenne qu'à ses lointains voisins du Nord ou aux quelques 30 000 réfugiés qui ont fui le régime de Pyongyang pour venir au Sud.
Quand on rencontre des gens du Sud, ils n'ont pas l'air de nous considérer comme des citoyens sud-coréens, mais comme des gens un peu différents, des étrangers. Sur les 25 millions d'habitants que compte aujourd'hui la Corée du Nord, seule une infime minorité vient en Corée du Sud. Or, ces gens ont des difficultés à s'intégrer. Si la Corée du Nord vient à ouvrir ses portes, soit par la réunification, soit par un assouplissement des échanges, comment le Sud va-t-il accueillir le reste de la population nord-coréenne? Mais ce n'est pas le seul défi pour intégrer la Corée du Nord à la communauté internationale. Si on compare les revenus par tête, le rapport entre le Nord et le Sud est de 1 pour 15 selon les optimistes et de 1 pour 40 selon les pessimistes. C'est de loin le plus grand écart de revenus entre deux pays frontaliers. Et on parle de deux pays non seulement frontaliers, mais qui en plus partagent la même langue. L'unification sera très coûteuse. C'est la raison pour laquelle un nombre croissant de Coréens du Sud se demandent si elle doit vraiment avoir lieu. Autre attente de la communauté internationale, que la Corée du Nord mette fin à ces violations des droits de l'homme. Les récits sur les camps de rééducation, les tortures et les exécutions continuent de choquer le monde. Mais jusqu'ici, le sujet reste tabou pour le régime de Pyongyang. Je pense que la Corée du Nord a un terrible bilan en matière de droits de l'homme. Et les gens me disent, mais pourquoi y vas-tu encore? Pourquoi continues-tu à fréquenter ces gens mauvais? Regarde ce qu'ils font dans les goulags. Je dis que je n'excuse pas du tout ce qui est fait là-bas. Je suis tout à fait conscient de la situation. Mais une question demeure. Comment faire pour que la Corée du Nord change? Mon expérience me dit que le changement arrive plus rapidement quand un pays est conscient qu'il est dans son intérêt de changer. Les changements imposés par l'extérieur ne sont pas un facteur stabilisateur, mais un facteur déstabilisateur. De fait, la Corée du Nord a déjà commencé à changer. Toute critique du régime reste officiellement proscrite. Mais 3 millions de téléphones portables mettent à mal le monopole étatique d'information. À Pyongyang, le pouvoir multiplie les nouveaux quartiers pour répondre aux attentes des classes moyennes émergentes. Les campagnes augmentent leur production, même si 40% des Nord-Coréens restent mal nourris, selon le Programme alimentaire mondial. Les changements réels en Corée du Nord ont été décrits comme les 5 M. Numéro 1, le marché. Numéro 2, monnaie, argent. La Corée du Nord est devenue folle d'argent, comme un pays capitaliste. Numéro 3, téléphone mobile. Numéro 4, automobile. Il y a tant de voitures. Et la dernière chose, à mes yeux, la plus importante, la mentalité. La Corée du Nord a changé de mentalité. Pour poursuivre son développement, le Nord doit améliorer ses infrastructures, routes et chemins de fer. Le pays veut même s'ouvrir au tourisme. Mais tout cela nécessite le soutien et les capitaux de l'étranger, en particulier de la Chine et de la Corée du Sud. La Chine reste la clé de la survie économique du Nord. Le long de ses 1400 km de frontières communes, villes nouvelles et zones économiques spéciales attendent la levée des sanctions pour reprendre les importations de charbon, de terres rares et de matières premières venues de Corée du Nord. Via ce pont, le Nord, lui, importe toujours plus de marchandises. Riz, blé, pétrole, mais aussi ordinateurs, écrans plats et autres produits de luxe qui intéressent tant les nouveaux riches de Pyongyang. Mais comme tous ses voisins asiatiques, Pyongyang craint une trop grande dépendance face aux géants chinois et cherche d'autres alliés pour le contrebalancer.
Économiquement, si le Nord et le Sud acceptaient de faire cause commune, nous pourrions développer conjointement les riches ressources souterraines de la Corée du Nord. La Corée du Nord dispose par ailleurs d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est l'une des choses qui intéressent beaucoup les entreprises sud-coréennes. Ce serait bénéfique du point de vue du développement économique. Un siècle après la colonisation japonaise, 65 ans après la guerre de Corée, la péninsule coréenne reste un lieu de crispation de la politique mondiale. Sans soutien des États-Unis, ni de la Chine, de la Russie et du Japon, pas de rapprochement réel entre les deux Corées. Sans dénucléarisation de la péninsule, pas de limite à la prolifération planétaire. Sans soutien du FMI et de la Banque mondiale, pas d'intégration de la Corée du Nord dans l'économie mondiale. Mettre fin à 100 ans de conflit dans la péninsule reste d'une complexité infinie. Le monde est-il prêt à accueillir une ou des Corées prospères et pacifiées? À peine 200 km séparent Séoul et Pyongyang. Le chemin sera long. Je suis sûre qu'on parviendra un jour à la réunification. Le changement dépend de la volonté de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que mes petits-enfants, enfin mes arrière-petits-enfants, vivront dans une Corée réunifiée. Toute ma vie, je n'ai connu que cet état d'armistice. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais connu la paix. C'est trop long d'attendre la génération de mes petits-enfants. Si possible, je voudrais que la réunification se fasse de mon vivant.